qui ont connu avant le Covid, où les conseils municipaux avaient lieu ici. Donc c'était dans nos idées. Sachez que le local ce soir est occupé, donc c'est pour ça qu'on a été obligé de venir là. Et puis on verra l'usage si on maintient ici ou pas. Voilà. On a un conseil municipal assez long. Juste, je vais commencer par quelques brèves, le temps que les derniers s'installent. D'abord, j'ai été sollicité par des concitoyens. Une pensée pour la petite Liana, qui dans ce beau coin du Gers, que je connais bien, et la commune de Florence a disparu. Écoutez, que la justice passe et que la lumière soit faite sur cette affaire. Autre point qui a de l'importance pour nous, je veux bien préciser que les projets de la dernière mandature sont bien stoppés. Donc à Blagon, il n'y aura, je vous le redis, je l'avais déjà précisé, il n'y aura pas de projet Piché. Et les projets de la centralité de Cassis sont stoppés, ainsi que ceux de la plaine des sports, et on est en train de détricoter les contrats. On a été saisi de 2 propositions de dénomination de voies publiques ou d'espace pour M. Léon Lavallée et M. Philippe Dubois. Alors Léon Lavallée, c'est un résistant natif de la commune, et Philippe Dubois, c'est un peintre qui est né à Tossat. Donc ça va suivre le circuit normal, les comités de village et la réglementation habituelle. Et puis on verra en fin d'année si on trouve les espaces pour les honorer. Et une dernière petite précision, avec les températures élevées, on a réussi à flécher l'installation de climatiseurs dans les dortoirs de la maternelle. Voilà. Tout le monde est arrivé. Ok, nous allons désigner une secrétaire de séance et je propose Muriel Collin. Pour changer, voilà. Donc, ça sera Muriel, notre secrétaire, et nous allons approuver le procès-verbal. Alors, c'est une... pas fin de... Il appelle. On va procéder à l'appel. Ballon Loïc. Présent. Caverne Marie-France. Auger Dominique. Présent. Maillet Véronique. Cazenave Georges. Présent. Palace Nadine. Présente. Billard Tony. Présent. Ferrand-Chatin Marie-Christine. De Miranda Jérôme. Présent. Bourbon Henri. Présent. Lelon Patricia. Présent. D'Artois Didier. Présent. Delâtre Patrick. Présent. Tichanet Marc. Présent. Coumba Olivier. Couette Pascal. Colin Muriel présente. Massé Laurent. Présent. Serva Stéphane, absent, à donner procuration à Coumba Olivier. Lahaye Corinne. Balpe Jeanne. Ladevie Julie. Tumelin Aurélie. Renlo Christine, absente, à donner procuration à Sauval Maxime. Nolin Dominique, absente excusée. Emat Patrice, absent, à donner procuration à Coubris Cédric. Sauval Maxime. Jacquet Anne-Lise, absente excusée, et Coubris Cédric. Merci Muriel. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal. Donc il y a eu beaucoup de conseils municipaux. En plus, le mois de mai a été riche en ponts cette année. Donc merci au service d'avoir travaillé d'arrache-pied, ainsi qu'aux élus. Nous allons passer à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 9 avril 2026 que vous avez eu dans vos convocations. Est-ce que vous avez vu des choses à ajouter ou pas? Non. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Donc le procès-verbal du 9 avril du conseil municipal du 9 avril 2026 est adopté. Même chose pour le conseil municipal du 16 avril 2026. Y a-t-il des remarques? Non. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc le procès-verbal du 16 avril 2026 est adopté. Troisième et dernier procès-verbal du conseil municipal du 27 avril 2026. Y a-t-il des modifications?
Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Le procès-verbal du 27 avril 2026 est donc adopté. Si nous nous réunissons aujourd'hui en particulier, c'est le cas dans toutes les mairies de France, c'est pour procéder à la désignation du collège électoral pour les élections sénatoriales de septembre 2026. Donc la date, on ne l'a pas choisie, hein, ça nous a été imposé. Donc nous allons procéder. On va avoir besoin de désigner les membres du bureau. Le président, c'est le maire. On va avoir besoin des deux personnes les plus élevées en âge. Je propose Georges Cazenave et Marie-Christine Chatin. Et des deux plus jeunes, Maxime Sauval et Aurélie Tumelin. Et une secrétaire du bureau qui sera responsable de la rédaction du PV, Muriel Collin. Le vote s'effectuera dans l'ordre du tableau du conseil municipal. C'est un vote de liste. Est-ce que l'isoloir est obligatoire? L'isoloir n'est pas obligatoire. Il est fortement conseillé. Alors, faut savoir qu'au-dessus des mairies, il y a le contrôle de la légalité en sous-préfecture et préfecture, qui semble être assez tatillon. Donc, je recommanderais de passer brièvement dans l'isoloir pour qu'on n'ait pas la nécessité de reprocéder à cette élection. Donc, j'appelle Monsieur Loïc Ballong à voter. Tout le monde a sa liste. Les listes qui ont été déposées, la liste de Longton avec ambition, avec Maxime Sauval, Dominique Nolin, Patrice Emat et Christine Renelot. Une liste Agir et réussir ensemble 2026 avec Annelise Jacquet. Vous avez les bulletins dans les feuilles qui vous ont été donnés. Une liste Engagement citoyen pour Longton de M. Coubris Cédric. Et notre liste, la liste Longton Autrement de 15 membres et 5 suppléants. Donc nous allons procéder à l'élection et le premier tiercé, ça sera Ballong, Caverne et Auger. Il va au truc. C'est moi. Ah, il faut que les 5 membres soient présents. Excusez-moi, les 5 membres doivent être présents à l'urne. Combien 5 par 7 les membres du bureau doivent être Il y aura un dépouillement après. À l'urne. Madame Tumelin. Elle est où, Madame Tumelin? Et Madame Collin également. Ouais, bon, toi. Ah non, c'est parce que c'est... Ensuite peuvent se préparer Véronique Maillet, Georges Cazenave et Nadine Pallas.
Ensuite, Tony Billard, Marie-Christine Ferrand et Jaume de Miranda. Ensuite se préparent Henri-Marc Bourbon, Patricia Lelon et Didier Dartois. Il est où le tableau qui va avec ça? Voilà. Vous faites que ça. Ça en fait, À la fin. À la fin, oui. Patrick Delattre, Marc Tichanier et Olivier Combat. Chloé Pascal, Muriel Collin, Laurent Massé.
qu'un vote, qu'un bulletin sur la table. Vous avez qu'un bulletin? J'ai un pouvoir pour... Ah, faut prendre. Oui, il manque le bulletin de. Pour la procuration. Stéphane Servat, Corinne Mahé, Jeanne Balpe. Maxime. Je vous donne une chemise avec tous les bulletins et une enveloppe dedans. Ouais. Julie Ladévie, Aurélie Tumelin, Christine Renelot, procuration, je crois. Dominique Nolin, Patrice Emat et Maxime Sauval ensuite. Annelise Jacquet et Cédric Coubris. Tous les présents ont voté, tous les représentés. Le scrutin est clos. On peut ouvrir l'urne et procéder au comptage. Il y en a un qui annonce clairement les listes. Renverser l'urne. Compter les bulletins, les enveloppes, s'il vous plaît. « 27, c'est bon. Vous pouvez commencer à dépouiller. L'entend autrement. Liste, l'entend autrement. L'entend autrement.
L'entend autrement. L'entend autrement. L'entend autrement. L'entend autrement. L'entend autrement. L'entend avec ambition. L'entend autrement. L'entend autrement. L'entend autrement. L'entend autrement. Guide d'engagement citoyen pour l'entend. L'entend autrement. L'entend autrement. L'entend autrement. L'entend autrement. L'entend autrement. L'entend avec ambition. L'entend avec ambition. L'entend autrement. L'entend autrement. L'entend autrement. L'entend autrement. L'entend autrement. Merci. Ce qui fait donc Alors, l'entend avec ambition. 3. Liste d'engagement citoyen pour l'entend, 1. Ça fera donc 14 et 1 de cette liste. D'accord? L'entend autrement, 23. 23. Donc, ça va faire une élection des délégués. Il y a un quotient électoral applicable en fonction du nombre de suffrages exprimés, donc 29, nombre de votes exprimés, divisé par 15 le nombre d'électeurs, ce qui fait un quotient de 1,93. Le calcul applicable, c'est le nombre de voix obtenues pour chaque liste sur le quotient électoral, ce qui y donne le nombre de mandats au quotient. Ce qui donne, d'après le calcul des services, l'entend autrement 23 voix, ce qui fait 14 délégués. L'entend avec ambition, nombre de voix 3, ce qui donne 1 délégué. Et pour les suppléants, ça donne l'entend autrement 23 voix, 5 suppléants. L'entend avec ambition 3 voix, pas de suppléants. Engagement citoyen pour l'entend, 1 voix, pas de suppléants. On fait quoi des bulletins? On les garde. Donc, et nous allons passer, on va attendre que Madame Chatin revienne à sa place, nous allons passer à une deuxième élection. C'est l'élection des administrateurs élus du conseil d'administration du CCAS. Et c'est une reprise de la procédure à bulletin secret.
Exposé des faits, le CCAS est un établissement public administratif présidé par le maire. Son conseil d'administration comprend en nombre égal des membres élus par le conseil municipal et des membres nommés par le maire conformément à l'article L 123-6 du Code de l'action sociale et des familles. Par délibération numéro 2026-3-09 du 9 avril 2026, le conseil municipal a fixé à 5 le nombre de membres élus du conseil d'administration du CCAS. L'élection organisée le même jour a été réalisée à main levée à l'unanimité des membres du conseil municipal, alors que le Code de l'action sociale et des familles impose un scrutin de liste secret à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. La préfecture a indiqué que cette élection devait être reprise sans qu'il soit nécessaire d'abroger la précédente délibération qui le serait de fait de par une nouvelle élection. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même incomplète, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. Les conseillers municipaux ont été informés par courriel des modalités de dépôt des listes. Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restants à pourvoir reviennent à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé. En qualité de président de droit du CCAS, Monsieur le maire rappelle qu'il ne peut être élu sur une liste. Alors, je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous allons procéder donc à l'élection des administrateurs élus du CCAS. Les conseillers municipaux ont été invités par mail à déposer leur liste de candidats. Les listes peuvent être complètes ou incomplètes. Lanton Autrement a déposé une liste de 5 candidats. Lanton avec Ambition a déposé une liste de 4 candidats. Je vous lis la liste de Lanton Autrement. C'est 1, Madame Ferrand-Chatin, 2, Madame Caverne, 3, Madame Maillet, 4, Madame Lahaye, 5, Monsieur Cazenave. Et la liste numéro 2, Lanton avec Ambition, Monsieur Sauval en 1, 2, Madame Nolin, 3, Monsieur Emat, 4, Madame Renelot. Je propose de composer un bureau de vote comme suit. Le maire et 2 assesseurs, un de chaque liste. Monsieur Sauval peut-être, et quelqu'un, Didier Dartois, tu peux composer le bureau. Pas besoin de secrétaire de séance car pas de PV, celui-ci étant inséré dans le corps de la délibération et complété par le personnel administratif. J'appelle les conseillers un par un dans l'ordre du tableau pour prendre un bulletin que vous avez dans votre chemise intitulé « Élection au CA du CCAS ». Est-ce qu'il faut passer à l'isoloir ? Alors on va passer... Donc, ça sera Monsieur Ballon, Madame Caverne, Monsieur Auger.
Madame Maillet, Monsieur Cazenave, Madame Pallas. Monsieur Billard, Madame Ferrand-Chatin, Monsieur de Miranda. Ensuite, Monsieur Bourbon, Madame Lelon, Monsieur Dartois. Monsieur Delattre, Monsieur Tichenet, Monsieur Koumba.
Madame Coué, Madame Collin, Monsieur Massé. Monsieur Servat, Madame Lahaye, Madame Balp. Il y a quelqu'un dans l'isoloir? Madame Ladevie, Madame Tumelin, Madame Renelot. Non. Je vais le faire. Oui. Madame Nolin, Monsieur Emat, Monsieur Sauval, ou leur représentant.
Madame Jacques-Anne-Lise et Monsieur Coubris-Cédric. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. Vous pouvez ouvrir l'urne. D'abord les enveloppes. « 27 votants. Vous pouvez ouvrir. Avec ambition. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Comme je n'ai pas dit, un peu plus fort. Longtemps autrement. Un blanc. Pas blanc, vide. Enveloppe vide. Eric, il faut tirer. Longtemps autrement. 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 Longtemps avec ambition. Longtemps autrement. Longtemps autrement. Longtemps avec ambition. Longtemps autrement. Longtemps autrement. Longtemps autrement. Longtemps autrement. Longtemps autrement. Ce qui fait 3 bulletins, longtemps avec ambition.
23 et un vide. Les vides, ça fait des nuls ou des blancs? Oui, il faut, dans les suffrages exprimés, il faut l'enlever. Donc ça fait 26 suffrages exprimés. 26 suffrages exprimés. Voilà. Donc pour un quotient de 5,2. Et donc après, dans la répartition, du coup, comme il y a... L'ordre de vote 26, nombre de sièges 5, ratio 5,2, Voilà. 23 sur la liste 1, maintenant 4 sièges. sur la deuxième liste 3. Voilà, ce qui nous donne au calcul au plus fort reste, l'entonnement pour 4 sièges et l'entonnement avec condition 1. L'entonnement avec ambition 1 siège et l'entonnement autrement 4 sièges. Ce qui reste inchangé par rapport à la dernière fois, mais on est passé dans l'isoloir. Donc seront élus Madame Ferrand-Châtain, Madame Caverne, Madame Maillet, Madame Lahaye et Monsieur Sauval. Voilà. On va gentiment, ça nous a pris un peu de temps, accélérer. On va peut-être se faire l'économie des vues et des considérants. Donc, nouvelle délibération, un projet de délibération sur le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon, SMPBA. C'est modification d'un élu délégué. Suite aux élections municipales, il a été procédé à la désignation des délégués du conseil municipal dans les divers organismes extérieurs. La durée fixée pour les fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. L'objet de la délibération est de modifier le membre suppléant du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon, SMPBA. En fait, Dominique Auger a préféré se consacrer intégralement à l'urbanisme. Donc, je ne vous fais pas la lecture des vues et des considérants, si ce n'est le dernier considérant. La proposition est mise de remplacement de M. Dominique Auger par Mme Marie-France Caverne. Ayant entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal proclame Mme Marie-France Caverne membre suppléant au sein du SMPBA, dit que les représentants élus à ce syndicat sont désormais les suivants: un membre titulaire, Loïc Ballong, et un membre suppléant, Marie-France Caverne. Précise que ces représentants sont habilités à siéger, participer aux travaux et doivent rendre compte régulièrement au conseil municipal des activités des organismes concernés. Dit que la présente délibération sera transmise au contrôle de légalité et notifiée au SMPBA. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes pour? Je vous remercie. Donc, unanimité, c'est accepté. Délibération suivante, commission du contrôle communal des listes électorales, désignation des membres. Exposé des faits. Suite aux élections municipales, les membres de la commission de contrôle communal des listes électorales ont été désignés par délibération du conseil municipal du 3 mars 2020, du numéro 2026-3-03 du 9 avril 2026. Conformément à l'article L19 du Code électoral, les membres élus doivent être pris dans l'ordre du tableau, appartenir à la majorité mais aussi à la minorité municipale. Il est à noter que ni le maire ni les adjoints au maire délégué ne peuvent siéger à cette commission. Il est donc proposé d'annuler la délibération susmentionnée et de procéder à la désignation de nouveaux membres en se conformant à la réglementation en vigueur. Vu l'ensemble des vues, l'ensemble des considérants que vous avez sous les yeux, considérant que les membres de la commission de contrôle ainsi désignés sont ensuite nommés par le préfet pour une durée de 6 ans, ayant entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne comme membre de la commission de contrôle des listes électorales Monsieur Henri-Marc Bourbon, Patricia Lelon et Didier Dartois, les conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges dans l'ordre du tableau, ainsi que Maxime Sauval, conseiller municipal appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges dans l'ordre du tableau, et Annelise Jacquet, conseiller municipal appartenant à la troisième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges dans l'ordre du tableau. Ça annule et remplace la délibération précédente.
charge Monsieur le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux, dit que la présente délibération sera transmise aux représentants de l'État dans le cadre du contrôle de la légalité. On va procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des votes pour? Je vous remercie. Donc, cette délibération est adoptée à l'unanimité. Et je passe la main à l'adjoint aux finances, Monsieur Georges Cazenave. La main ou le micro, plutôt? Le micro. Oui. Donc la délibération suivante est relative à la commission de contrôle financier. Il s'agit d'en modifier la composition. Donc, exposé des faits. Au terme de l'article R 2222-3 du Code du CGCT, du Code général des collectivités territoriales, toute commune ayant plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement est tenue de faire examiner par une commission de contrôle financier les comptes détaillés des opérations de toute entreprise liée à la commune par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques. Cela concerne notamment les services publics locaux exploités dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Cette commission technique est chargée du contrôle sur place et sur pièce, portant donc sur les comptes détaillés des opérations menées par les entreprises précitées qui ont donc une convention avec la commune. S'agissant de la composition de cette commission, l'article 2222-3 du CGCT indique qu'elle est fixée par délibération du conseil municipal, qui dispose donc d'une grande liberté en la matière. Donc il est rappelé que lors de la séance du 9 avril, le conseil municipal, par délibération numéro 2026-307, a délibéré déjà le 9 avril, mais depuis, M. Cédric Courbis de la liste ARE, Agir et Réussir Ensemble, ayant été installé au sein de l'Assemblée délibérante le 16 avril 2026, il est nécessaire de le désigner dans cette commission. Donc je vous passe tous les vus et les considérants. Il s'agit simplement de rajouter M. Courbis dans la liste des membres suppléants de celle que vous aviez déjà approuvée. Donc, monsieur le maire. Donc, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Des votes pour? Je vous remercie. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous passons à la délibération suivante et je passe la main à Madame Muriel Collin. Monsieur le maire informe le conseil municipal que le CGI prévoit la création entre l'Acoban et ses communes membres d'une commission chargée d'évaluer le montant des charges transférées, dénommée CLECT. Chaque commune membre de l'Acoban doit disposer d'au moins un représentant au sein de la CLECT issu de son conseil municipal afin qu'aucune commune membre ne soit écartée du processus d'évaluation des charges transférées. C'est la raison pour laquelle une commission locale d'évaluation des transferts de charges a été créée par délibération numéro 29-2016 du 28 juin 2016 au sein de l'Acoban, dont notre commune est membre. Les membres de la CLECT doivent nécessairement être des conseillers municipaux désignés par leur conseil municipal. Suite au renouvellement de notre assemblée délibérante, il appartient donc de désigner 2 élus pour siéger au sein de la CLECT de l'Acoban, à savoir le maire et un conseiller communautaire ou municipal. Considérant que la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Nord, dénommée l'Acoban, a renouvelé la composition de la commission locale d'évaluation des transferts de charges par délibération du conseil communautaire numéro 2026-059 du 19 mai 2026, considérant que notre commune doit désigner 2 membres issus de son conseil municipal, la proposition que soient représentants de la commune Monsieur le maire et Madame Muriel Collin, conseillers communautaires, ayant entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne en qualité de représentant au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées de l'Acoban pour la commune de Lanton, Monsieur Loïc Ballong, maire, Madame Muriel Collin, conseiller municipal.
dit que la présente délibération sera transmise aux représentants de l'État dans l'exercice du contrôle de légalité ainsi qu'à la COBAN. Merci Muriel. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des votes pour? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Nous changeons de chapitre et passons à l'aménagement du territoire et de l'environnement. Et je passe le micro à Marie-France Caverne, première adjointe. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit d'une délibération pour la constitution de la commission communale des impôts directs. Dans les communes de plus de 2000 habitants, il est institué qu'une commission communale des impôts directs, composée du maire ou de l'adjoint délégué et de 8 commissaires titulaires, ainsi que de 8 commissaires suppléants. Le CCID a un rôle essentiellement consultatif. D'une part, elle donne son avis sur les valeurs locatives des immeubles bâtis et non bâtis qui lui sont soumises, et d'autre part, elle transmet à l'administration fiscale toutes les informations qu'elle juge utiles relativement à la matière imposable de la commune. Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Peut participer à la commission sans voix délibérative un seul agent de la commune, car la population est inférieure à 10 000 habitants à Lenton. Les commissaires ainsi que leurs suppléants, en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées et dressées par le conseil municipal. La désignation des commissaires et de leurs suppléants est affectée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées. La durée du mandat des membres de la CCID est la même que celle du mandat municipal. En cas de décès, de démission ou de révocation de 3 au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations. Comme pour les autres délibérations, on va passer sur quelques vues et considérants pour peut-être tout de même rappeler à quoi sert cette commission. Elle établit les tarifs d'évaluation des locaux de référence pour les locaux d'habitation, article 1503 du Code général des impôts. Elle participe à l'évaluation des propriétés bâties, elle participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, et elle formule des avis sur les réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d'habitation, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Je passe aussi sur quelques considérants pour arriver à la liste constituée pour composer cette commission. Donc les titulaires: Michel Deslois, Jean Roffet, Bertrand Couder, Éric Jacquet, Daniel L, Jérôme Bento, Aurélie Tumelin, Julie Ladevie, Jeanne Balp, Corinne Lahaye, Stéphane Servat, Laurent Massé, Muriel Collin, Maxime Sauval, Patrice Emat et Andy Jacquet. Et pour la liste des suppléants, Guy Courtin, Pascal Coué, Olivier Coumba, Marc Tichanet, Patrick Delattre, Didier Dartois, Patricia Lelon, Henri-Marc Bourbon, Jérôme de Miranda, Marie-Christine Ferrand-Chatin, Tony Billard, Nadine Pallas, Georges Cazenave, Christine Renolo, Dominique Nolin et Cédric Courbis. Dit que 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants seront désignés par le directeur départemental des finances publiques. Dit que la présente délibération sera transmise aux représentants de l'État dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques. Précise que les commissaires titulaires et suppléants seront informés par courrier de leur désignation. Donc, pour passer au vote. Alors, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des votes pour? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité.
Et je passe le micro à Monsieur Dominique Auger, adjoint au maire délégué à l'urbanisme, qui va nous parler de l'instauration d'un taux majoré d'exonération facultative en matière de taxes d'aménagement communal. Merci Monsieur le maire, messieurs, dames. Exposé des faits, la taxe d'aménagement majorée est un dispositif qui permet aux communes d'augmenter le taux de la part communale de la taxe d'aménagement jusqu'à 20% dans certains secteurs spécifiques de leur territoire. Pour appliquer ce taux majoré, plusieurs conditions doivent être remplies. La nécessité de travaux substantiels ou de création d'équipements publics généraux. La majoration doit être justifiée par la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseau, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou par la création d'équipements publics généraux. Autre condition, la réalisation de travaux spécifiques. Les travaux et équipements concernés sont notamment ceux de recomposition et d'aménagement des espaces publics, permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives. L'application d'un taux majoré compris entre 5 et 20% doit faire l'objet d'une délibération motivée qui précise le ou les secteurs concernés par cette majoration. La motivation doit porter sur la nécessité de travaux substantiels d'équipements publics et indiquer précisément quels travaux substantiels de voirie ou de réseau rendraient nécessaire la majoration. Les travaux justifiant cette majoration peuvent être multiples, comme par exemple des travaux substantiels pouvant inclure la mise en place des réseaux publics, pallier à l'insuffisance de capacité des équipements scolaires ou à l'absence d'équipements dédiés à la petite enfance. Cette TAM, donc taxe d'aménagement majorée, peut permettre la réalisation d'équipements généraux comme marché couvert, salle des fêtes, salle de sport, parking, point de suspension. Le maintien du taux majoré ne se justifie plus lorsque les équipements publics ayant nécessité sont réalisés et financés. Une nouvelle délibération instituant le taux de droit commun doit alors être adoptée. La réflexion se porte sur les projets urbains partenariaux, les PUP, et sur la majoration de la taxe d'aménagement. Elle rappelle que pour une bonne égalité de traitement au regard des investissements sur les équipements publics, comme l'infrastructure et les superstructures, l'ensemble du territoire urbanisé communal va être impacté. L'élaboration partielle du PLU, approuvée le 8 décembre 2025, et la modification numéro 2 de ce PLU, approuvée le 29 août 2018, montrent que l'investissement va s'opérer sur certains quartiers composant la commune, et plus particulièrement l'orientation d'aménagement et de programmation, appelée OAP, de Pichotte, le parc urbain Les Chênes Verts, le projet d'extension Roumingue Sud, notamment la modification de zonage qui inclut la modification numéro 2 du PLU, le projet d'extension sur le site de Blagon, possibilité de lotissement communal pavillonnaire, concernant les parcelles A1531 et 1533, 1 hectare, après l'approbation de la révision générale 2026-2027 et parcelle numéro 764, ouverte à l'urbanisation par le SCOT, approuvée le 6 juin 2024. La densification urbaine sur les secteurs de l'ensemble des secteurs UA. La densification urbaine des parcelles vouées à des projets de promotion immobilière, notamment les parcelles BH numéro 20, BR numéro 1, parcelles BT 351 et parcelles BV 312 et 313. Le secteur UBA impacté par la servitude du plan de prévention des risques d'inondation et de submersion marine appelé PPRSM. L'étude de la majoration de ce taux doit être réalisée là où le tissu urbain est lâche et doit faire l'objet d'une densification. Cette densification est prônée par les lois en vigueur,
Allure et récemment Climat et Résilience. Les constructions vont s'y développer et engendrer des mises à niveau des équipements publics. Tel est le sens de cette délibération instaurant la majoration de la taxe d'aménagement et ses exonérations facultatives. Donc je vous passe les différents vues, les articles et le code, les différents considérants. Travaux substantiels de voirie et de réseau. Il s'agit de travaux importants de création ou de renforcement d'infrastructures de voirie ou de réseau, notamment eau potable, électricité, assainissement et éclairage public. Travaux de recomposition et d'aménagement des espaces publics. Plus spécifiquement sont concernés les travaux permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité et de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives. Concernant les équipements publics généraux, il s'agit d'équipements de superstructures pouvant profiter à l'ensemble des habitants de la collectivité, mais nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants et usagers des constructions attendues. Exemple, un marché couvert, une salle des fêtes, une salle des sports, une piscine, un parking, une bibliothèque, etc. Ces travaux et équipements doivent être rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs concernés. Ayant entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'instituer sur le secteur délimité au plan joint un taux de 7%, qui est bien compris entre les 5 et 20%. Décide de fixer la valeur forfaitaire pour le type d'aménagement ou d'installation, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe dû est assorti d'une pénalité de 80% du montant de la taxe. Emplacement de tente, caravane, résidence, mobile de loisirs. 3 000 € par emplacement, terrain de camping ou aire naturelle. Ce sont bien des valeurs forfaitaires. Habitation légère de loisirs, HLL, 10 000 € par emplacement. Aire de stationnement non comprise dans la surface de plancher d'une construction. La valeur minimale applicable aux autorisations d'urbanisation initiales délivrées à compter du 1er janvier 2027 sera de 5 857 € par emplacement. Les piscines, ça ne change pas, 251 € par mètre carré. Les panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire les capteurs solaires destinés à la production d'électricité fixés au sol, 10 € par mètre carré de surface de panneaux. Les panneaux solaires thermiques qui produisent de la chaleur ne sont pas taxés. Le conseil municipal décide d'exonérer en application de l'article L331-9 du Code de l'urbanisme, totalement ou en partie, dans ce cas préciser le pourcentage de la surface que vous souhaitez exonérer. Premièrement, les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au paragraphe 3 de l'article L331-12. Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m². Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles, parking aérien ou en sous-sol, autres que d'habitation individuelle. Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable. Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les maisons de santé mentionnées à l'article L6323-3 du Code de la santé publique pour les communes maîtresses d'ouvrage. Les logements financés par un prêt locatif à usage social, ce qu'on appelle les plus, un prêt locatif social, les PLS, ou un prêt social de location-accession, un PSLA, précise que la présente délibération, accompagnée des plans, est valable pour une durée d'1 an reconductible. Dit que la présente délibération sera transmise aux représentants de l'État dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité. J'en ai fini avec... Avez-vous des questions? On en avait parlé en commission tous ensemble.
mardi dernier, mais s'il y a d'autres questions. Bien, On merci. va procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des votes pour? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Je repasse le micro à Marie-France Caverne. Si. Donc, cette délibération consiste à donner un avis du conseil municipal sur la révision du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Conformément à la loi numéro 2614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, chaque département élabore pour une durée de 6 ans un schéma départemental d'accueil, d'habitat des gens du voyage, copiloté par l'État et le conseil départemental. Ce schéma constitue un document juridique de référence qui matérialise le partenariat entre l'État, le département, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les communes figurant au schéma, les associations et les organismes de prestations sociales sur les thématiques variées, l'accueil, l'habitat, la santé, l'insertion professionnelle et l'accès aux droits. Le schéma actuel 2019-2024, approuvé au 1er octobre 2019, fait l'objet d'une révision qui a été engagée officiellement lors de la commission consultative du 5 décembre 2024. Depuis cette date, une démarche de concertation approfondie a été menée pour associer l'ensemble des acteurs concernés au travers d'un diagnostic partagé présenté en commission consultative le 3 juin 2025, 6 conférences territoriales organisées dans chaque arrondissement fin juin, début juillet 2025, permettant de recueillir les contributions locales, et une présentation du projet de schéma, prescription et action lors de la commission consultative du 16 octobre 2025. Ces échanges ont permis d'enrichir et mieux répondre aux attentes exprimées et aux réalités du territoire. Les copilotes souhaitent que les orientations fixées par ce nouveau schéma puissent constituer la feuille de route de cette politique, mais également en faire un document opérationnel, véritable outil au service des collectivités et de leurs acteurs locaux. Conformément à l'article 1 de la loi précitée, le schéma sera approuvé conjointement par le président du conseil départemental et le préfet, après avis des organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative. Pour ce qui concerne le territoire de la Cauban, les prescriptions de ce schéma sont les suivantes. En aire d'accueil, donc 52 places prescrites correspondant au nombre de places réalisées. Aire de grand passage, 120 places prescrites correspondant au nombre de places réalisées. Et en sédentarisation, il n'a été fait aucune prescription. Pour rappel, le respect des prescriptions du schéma départemental est une condition indispensable à la mise en œuvre de procédures d'expulsion administrative prévues par l'article 27 de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Ces dispositions resteront donc applicables après l'adoption du futur schéma pour les 6 années à venir. En résumé, le fait d'approuver ce schéma permet de pouvoir prévenir les stationnements illicites. Vu le schéma départemental, vu la commission d'aménagement du territoire, considérant que la commune de Lanton, comptant plus de 5000 habitants, figure de ce fait au schéma départemental, considérant qu'il est proposé de donner un avis favorable au projet du schéma, ayant entendu cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis favorable au projet de schéma départemental des gens du voyage pour la période 2026-2031 et dit que la présente délibération sera soumise aux représentants de l'État dans le cadre de la légalité. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette délibération. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des votes pour? Je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Je passe le micro maintenant à Didier pour une question sur la forêt. Merci, monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités, vu les articles L211.1, L214.3 et R214.1,
214.2 et R 214.6 à 8 du Code forestier, conformément à l'instruction technique du ministère chargé des forêts, référence DGPE SDF CB 2016-656 du 19 juillet 2016, vu la commission d'aménagement du territoire qui s'est réunie le 2 juin 2026, considérant que les propriétés boisées de la commune de Lanton bénéficient majoritairement de l'application du régime forestier pour une surface cadastrale de 2453 hectares 2041 centiares, considérant que lors des études précédentes, des parcelles ou parties de parcelles avaient été exclues du champ d'application du régime forestier pour envisager la mise en œuvre de projets de développement dans des secteurs identifiés comme potentiellement constructibles ou aménageables, considérant le souhait de la commune de bénéficier de garanties de gestion durable sur l'ensemble de ses propriétés boisées, mais aussi d'aide à l'investissement forestier, d'approvisionner la filière avec des bois certifiés et répondant au cadre législatif et réglementaire en vigueur. Considérant que pour ce faire, la commune de Lanton a sollicité l'Office national des forêts aux fins d'analyser l'opportunité d'une nouvelle extension du régime forestier aux parcelles susceptibles d'en relever en application des articles L211-1, L214-3, R214-2, R214-6 du Code forestier, de solliciter l'application du régime forestier des parcelles forestières cadastrées comme listées ci-après, pour une surface totale de 33 hectares, 11 arts, 17 centiares. À l'issue de cette analyse, un procès-verbal de reconnaissance contradictoire sera établi par l'ONF et la commune selon les répartitions suivantes. Section numéro 4, carré de Mouchon, surface totale 3 hectares 72 arts 64 centiares, surface concernée 3 hectares 34 arts 9 centiares. Section CK 195 pour partie, carré de Mouchon, 49 hectares 10 arts 23 centiares, surface concernée 22 hectares 11 arts 98 centiares. CK 197 pour partie. Lande de Mouchon, 55 hectares, 60 arts, 87 centiares. Surface concernée, 4 hectares, 15 arts, soit 59 centiares. E, 210 pour partie. Lande des Escoliers, 1 hectare, 17 arts, 30 centiares. Surface concernée, 0 hectare, 49 arts, 51 centiares. E, 811 pour partie. Lande des Escoliers, 8 hectares, 14 arts, 80 centiares. Surface concernée, 1 hectare, 63 arts, 23 centiares. Et section E, 813 pour partie, Cantalode, 10 hectares, 25 arts, 33 centiares. Surface concernée, 1 hectare, 36 arts, 77 centiares. Ayant entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal sollicite l'application du régime forestier des parcelles tel que défini précédemment. Charge l'Office national des forêts, ONF, de l'instruction de ce dossier auprès des services de la préfecture de la Gironde, autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à la présente délibération, dit que la présente délibération sera transmise aux représentants de l'État dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, au service de gestion comptable de Belin-Vellier et à l'Office national des forêts. Merci Didier. Y a-t-il des questions, des abstentions, des votes contre, des votes pour? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Je repasse le micro à Georges Cazenave. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables. C'est une délibération traditionnelle, donc il s'agit de quoi? Le trésorier principal, qui est le comptable des deniers de la commune, nous envoie périodiquement une liste des produits irrecouvrés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recouvrer, et il nous appartient de les admettre en non-valeur. Alors bien sûr, on fait beaucoup de relances, mais soit les personnes ont disparu, soit on ne les trouve plus, soit elles sont insolvables. Bien, enfin, au total, cette année, c'est une somme assez faible, 715,86 €, qu'il s'agit de passer en créance irrecouvrable. C'est ce qu'il vous est demandé de voter, si vous êtes d'accord, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Merci. Y a-t-il des abstentions, des votes contre, des votes pour? Unanimité, je vous remercie. Suivant. La seconde délibération est aussi traditionnelle. Il s'agit de voter les modalités de versement de la subvention communale 2026 au CCAS. Nous avons voté donc cette subvention de 600 000 euros et il s'agit de dire à quelle cadence nous la délivrons au cours de l'année. Donc nous proposons que ce versement intervienne selon un calendrier défini comme suit. Un premier racompte en début d'année, un ou plusieurs versements intermédiaires en fonction des besoins de trésorerie qu'il nous signale, et le solde en fin d'exercice, si c'est nécessaire, dans l'exécution du budget. C'est donc ces modalités qu'il vous est demandé d'approuver, si vous êtes d'accord. Y a-t-il des abstentions, des votes contre, des votes pour? Je vous remercie. Unanimité. Dernière. La dernière délibération de nature financière porte sur une modification c'est la première modification du budget de la commune 2026. Donc, lors du vote du budget primitif que nous avons fait le 27 avril, le conseil municipal prévoit de manière aussi sincère que possible les dépenses et les recettes pour les sections à la fois de fonctionnement et d'investissement, bien sûr. Mais il se passe des événements, bien sûr, au fil du temps, des impératifs juridiques, économiques, sociaux, qui sont parfois difficiles à prévoir dans leurs conséquences et peuvent contraindre le Conseil à voter des dépenses nouvelles et les recettes qui sont dégagées, soit par des ressources nouvelles, soit par des suppressions de crédits qui étaient antérieurement votés. Donc, faisant partie intégrante du budget, la décision modificative proposée au vote du Conseil municipal a pour objet de procéder à des ajustements dans le budget principal 2026. Alors, vous en avez la liste. En dessous, vous verrez que systématiquement, les sommes annulées et les sommes ouvertes, les sommes annulées sur une ligne et celles ouvertes sur une autre s'équilibrent, bien évidemment, et il ne peut pas en être autrement. Donc, sur la section d'investissement, puisque c'est de cela dont il s'agit, nous allons augmenter de 10 000 euros parce qu'il y en a besoin sur le programme de 11 des travaux et des bâtiments. Construction autres bâtiments publics. Nous allons diminuer sur le programme 14 matériel et véhicules divers la ligne autres immobilisations de 88 000 euros. Et nous allons diminuer, toujours sur le programme 15 des services techniques, autres immobilisations corporelles cette fois, 10 000 euros. Donc on voit que le plus 10 000 de construction de bâtiments et le moins 10 000 d'autres immobilisations corporelles se compensent, match comme on dit. Et le 88 000, eh bien, il va être compensé de l'autre côté par une ouverture de crédit sur quoi? Sur les terrains bâtis. Il s'agit en réalité de payer les frais d'acquisition de parcelles que nous allons acquérir. Je rappelle quelles elles sont. C'est la parcelle à côté du centre technique municipal. Donc elles sont référencées là pour ceux qui connaissent vraiment le cadastre. Et la parcelle qui juste le terrain de Pichot que nous avons eu l'opportunité de préempter, ce qui permettra d'enrichir ce programme de Pichot. Donc 88 000 euros qui compense donc les moins 88 000 de la passe suivante. Ensuite, sur le programme développement durable, nous avons nécessité sur la ligne autre agencement et aménagement d'accroître les crédits de 23 000. Sur la voirie, donc, nous les diminuons de 63 800. De même, sur les équipements sportifs, la construction de bâtiments culturels et sportifs, réajustement de crédits pour acquisition des parcelles dont on parlait, moins 45 000. Donc ceci est matché par le fait que, en frais d'études, nous avons 27 000 euros à payer supplémentaires. Il s'agit de quoi? Des travaux d'expertise que nous conduisons pour la rénovation du stade des tennis, etc., et de l'office de tourisme. Et puis, nous avons besoin pour acquérir nos parcelles de 58 000 euros. En plus, si vous additionnez, ça fait exactement c'est égal à 0. Voilà, il vous est proposé cette délibération pour laquelle nous avons, en commission des finances, en commission des ressources, donné toutes les explications utiles et nécessaires. Et on vous demande de l'approuver si vous en êtes d'accord. Avez-vous des questions? Y a-t-il des abstentions?
1, 2 abstentions. Le pour 3 donc. 3 abstentions, des votes contre, 4. 4 abstentions, des votes contre, des votes pour. L'ensemble des présents, moins 4. Je vous remercie. Et je passe le micro à Véronique Maillet. Bonsoir à tous. Je vais vous lire une délibération sur la majorisation du crédit d'heure pour les élus salariés. Alors, je vais vous en faire une lecture un peu condensée pour ne pas trop alourdir ce conseil. Donc, les communes classées stations de tourisme peuvent majorer le crédit d'heure des élus salariés dans la limite de 30%. Lanton, classé station de tourisme depuis 2018, peut donc activer cette faculté pour faciliter la conciliation entre l'activité professionnelle et l'exercice du mandat. Cette majoration ne concerne que les élus salariés d'un employeur extérieur et n'a aucun impact financier pour la commune. Les crédits d'heures sont des volumes horaires trimestriels non reportables d'un trimestre sur l'autre, laissés aux élus pour accomplir leur mandat vis-à-vis de leur employeur, non pas pour une réunion précise, non pas pour une formation, mais pour juste accomplir les autres tâches du mandat. Ce régime n'est donc pas à confondre avec ce que sont les autorisations d'absence qui portent sur les réunions précises, article L 2123-1 du CGCT, ou les absences pour se former à son mandat d'élu avec plusieurs régimes particuliers. Pour ces crédits d'heures, l'élu doit prévenir son employeur dans un délai minimal de 3 jours avec rappel du décompte et une prise en compte particulière en matière de revenus, de remplacement et de droit à la retraite. Dans certains cas, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer ce temps d'absence. Il est proposé d'appliquer la majoration maximale de 30% afin de donner aux élus concernés les moyens d'exercer pleinement leurs responsabilités. Je vous invite à adopter cette délibération. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Y a-t-il des abstentions? Non. Y a-t-il des votes contre? Non plus. Y a-t-il des votes pour? Donc, unanimité pour la formation. Je passe le micro à Marie-France. Merci. Donc, nous allons parler du droit à la formation des élus, qui est prévu donc par le Code des collectivités territoriales et qui doit donc faire l'objet d'une délibération pour fixer le cadre et l'enveloppe budgétaire dans les 3 mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal. C'est donc ce que nous faisons. Cette formation des élus repose sur 2 dispositifs distincts. D'une part, le droit à la formation des élus, qui est donc financé par le budget communal et instauré par la loi du 3 février 1992. C'est l'objet de cette délibération. Et en annexe, un droit individuel à la formation des élus, qui, lui, est financé par un fonds dédié, alimenté par une cotisation obligatoire de 1% prélevée sur les indemnités de fonction. Donc, ils ont en commun ces 2 dispositifs, les formations qui doivent être dispensées par un organisme agréé par le ministère chargé des collectivités territoriales. Les élus salariés, les agents publics ou contractuels disposent d'un congé de formation de 24 jours pour la durée du mandat. Les dépenses de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, dans la limite des crédits votés et sous réserve de l'agrément de l'organisme. Compte tenu du caractère limité de l'enveloppe budgétaire, la commune doit pouvoir prioriser les formations essentielles et refuser certaines demandes lorsque les crédits sont épuisés dans le respect du principe d'égalité entre élus. Il appartient donc au conseil municipal de fixer les orientations prioritaires, les modalités d'exercice du droit à la formation, les conditions de prise en charge et le montant de l'enveloppe budgétaire. Donc nous allons éviter les vues et les considérants. On va tout de même détailler un tout petit peu le principe donc, de cette droit à la formation dont bénéficient donc, les élus. Quelles sont les orientations de cette formation? Nous avons défini dans ce règlement donc, les formations prioritaires qui portent notamment sur le statut de l'élu local, le fonctionnement des collectivités, les finances locales, la commande publique, l'urbanisme et l'aménagement, la transition écologique, les responsabilités civiles et pénales, les droits des élus d'opposition et toute formation en lien direct avec l'exercice du mandat.
ce qui permet donc à l'élu de parfaire la qualité de ses fonctions d'élu. Les organismes agréés donc sont obligatoirement présents pour pouvoir distribuer ces formations. En l'article, dans l'enveloppe financière, donc la prise en charge prévoit donc les frais pédagogiques, les frais de déplacement, la compensation de perte de revenus dans les limites réglementaires. Donc ces dépenses de formation sont comprises entre 2 et 20% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus. Donc pour les modalités d'exercice, pour qu'une formation soit validée, donc certaines règles pour la mettre en place. D'abord, dans le dépôt de la demande, tout élu qui souhaite bénéficier d'une formation doit adresser au maire au moins 30 jours avant le début de la formation une demande écrite qui précise l'intitulé et le programme de la formation, l'organisme dispensateur, qui doit donc être agréé par le ministère chargé des collectivités territoriales, la date et la durée, le coût, les frais annexes estimés et la situation professionnelle. Le maire donc instruit cette demande et dispose d'un délai de 15 jours pour notifier sa décision. L'absence de réponse dans ce délai vaut refus implicite afin de garantir la bonne gestion des crédits et le respect du principe d'égalité entre les élus. Les autres articles, donc, on peut passer pour se concentrer sur le budget qui va donc être consacré par la commune à cette formation. Donc le conseil municipal fixe chaque année une enveloppe annuelle entre 2 et 20% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus. Donc, à titre indicatif, un montant de 10 000 € a été prévu pour l'année 2026 par la collectivité. Précise que les crédits non consommés seront reportés sur l'exercice suivant sans pouvoir dépasser la fin de la mandature. Donc, ayant entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les modalités d'exercice du droit de formation des 29 élus municipaux, tels que définis dans la présente délibération, le principe d'allouer chaque année, dans le cadre du budget formation, une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux, de montant compris entre 2 minimum et 20 maximum du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. Il autorise le maire ou son représentant à signer tout document et précise que les dépenses relatives aux frais de formation des élus seront prélevées sur les crédits correspondants, inscrits chaque année au budget communal. Et il dit que la présente délibération sera transmise au représentant de l'État pour contrôle de légalité. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Des votes pour? Je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Une délibération brève. Véronique, c'est à toi. Donc cette délibération concerne la revalorisation de la valeur faciale des titres restaurants et le règlement d'attribution. Nous proposons aujourd'hui de revaloriser la valeur faciale du titre restaurant de 3 € à 6 € tout en maintenant la participation employeur à 50%. Le comité social territorial a donné un avis favorable le 5 février 2026. Au 1er juin, 100 agents en bénéficient. 87 agents de la commune et 13 du CCAS, dont 95 titulaires et 5 contractuels. Le règlement interne annexé précise les conditions d'attribution, un titre par jour travaillé, pause repas comprise dans l'horaire, pas de cumul avec un repas déjà pris en charge, attribution aux agents employés de plus de 4 mois. Sur le plan budgétaire, le coût pour la commune passe de 28 188 € à 56 376 € à titre d'info, même des libres au CCAS qui passe de 4 212 € à 8 424 €. Sur le volet commande publique, le besoin évalué au 1er juillet jusqu'à décembre 2026 est de 28 000 € hors taxe, ce qui permet un marché de gré à gré avec notre prestataire actuel, Swile. À partir de 2027, un marché de prestations similaires sera lancé pour 3 ans avec mise en concurrence en 2030.
Cette mesure améliore le pouvoir d'achat des agents et entre en vigueur le 1er juillet 2026. Je vous invite à l'adopter. Si vous avez des questions. Pas de questions. Des abstentions? Non. Des votes contre? Des votes pour? Je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Donc je continue, je crois. Tu peux continuer, Véronique. Élection professionnelle en 2026. Création d'un comité social territorial commun entre la collectivité et le CCAS. Établissement public rattaché. Fixation du nombre de représentants du personnel et de la collectivité en décision avec le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. C'est pareil, je vais vous en lire une version un peu condensée. Conformément au Code général de la fonction publique, nous devons créer un conseil social territorial d'au moins 6 mois avant les élections professionnelles du 10 décembre 2026. Les effectifs de la commune et du CCAS permettent la création d'un CST commun, ce qui simplifie le dialogue social et harmonise les pratiques. L'effectif total au 1er janvier 2026 est de 145 agents. Dans cette tranche, le nombre de représentants du personnel peut être compris entre 3 et 5. Nous proposons d'en fixer 4 et de maintenir le paritarisme numérique avec 4 représentants de la collectivité. Les effectifs retenus pour la création du CST ne correspondent pas aux effectifs électoraux du scrutin du 10 décembre 2026, conformément aux articles L 251-5 et R 252-30 du CGFP. Il s'agit des effectifs d'agents relevant du périmètre du CST appréciés au 1er janvier 2026, incluant les titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et de droit privé. Ces effectifs servent uniquement à déterminer la possibilité de créer un CST commun, le nombre de représentants du personnel, les effectifs électoraux, c'est-à-dire les agents ayant vocation à voter le 10 décembre 2026, seront déterminés ultérieurement selon les règles propres aux élections professionnelles, agents en poste à la date du scrutin, conditions d'ancienneté, exclusion légale, etc. Il est donc normal que les effectifs utilisés pour la présente délibération ne reflètent pas les effectifs électeurs définitifs. Les 11 organisations syndicales représentatives dans le ressort du CDG 33 ont été consultées le 22 mai. 3 ont répondu sur 11 à la date du 2 juin, la CFDT, la CGT et Sud. Les autres n'ont pas encore formulé leurs observations. Enfin, nous proposons d'autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Je vous invite à adopter cette délibération, à moins que vous ayez des questions. Pas de questions, des abstentions, des votes contre, des votes pour. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Madame Ferrand-Chatin, c'est à vous. Alors, mise à disposition à titre gratuit d'équipements communaux au profit de l'association Résidence Autonomie ADMR 33 et adoption de la convention dans le cadre du transfert de gestion de la résidence Autonomie Les Chênes Verts. Par courrier en date du 23 janvier et 6 mai 2026, le groupe Action Logement Enéal a informé la ville de Lenton du projet de transfert de gestion de la résidence Autonomie des Chênes Verts au profit de l'association Résidence Autonomie ADMR 33, aide à domicile en milieu rural, à compter du 29 juin 2026. L'ADMR 33 est une association intervenant notamment dans les domaines de l'aide à domicile, de l'accompagnement des personnes âgées et de la gestion de la résidence autonomie. Le département de la Gironde a délivré par arrêté l'autorisation permettant à l'association Résidence Autonomie ADMR 33 d'assurer l'exploitation de la résidence Autonomie Les Chênes Verts. L'ADMR 33 devient ainsi, à compter du 29 juin 2026, le gestionnaire unique de la structure en reprenant l'intégralité des missions de gestion courante et d'accompagnement jusqu'ici réparties entre les services d'Enéal et le CCAS de Lenton.
espace vert, restauration, animation. De son côté, Eneal conservera son rôle de propriétaire du bâti et continuera d'assumer la charge des gros travaux. Ce transfert de gestion implique par conséquent la dénonciation de la convention de gestion qui lie aujourd'hui Eneal, anciennement Logévie, au CCAS. Dans le fonctionnement actuel de la résidence autonomie, les repas servis aux résidents sont produits par le service restauration de la collectivité. Un agent communal polyvalent de restaurant intervient à temps partiel au sein de la résidence autonomie pour notamment assurer le service des repas et l'accompagnement des résidents durant le temps de restauration, mais également réaliser des missions d'entretien des locaux de restauration. Un agent du CCAS assure à temps complet la mise en œuvre de différentes actions en direction des seniors de la résidence autonomie en visant à préserver le lien social et l'autonomie par des activités de loisirs, de santé et de bien-être. Dans le cadre du nouveau mode de gestion, l'ADMR 33 a indiqué faire appel à un prestataire extérieur pour la production, le portage et le service des repas. Afin de garantir une transition progressive et sans rupture pour les résidents, dans l'attente de la construction de la future résidence autonomie prévue au premier trimestre 2028, il est proposé de maintenir sur site certains équipements de restauration appartenant à la commune et actuellement utilisés dans le cadre du fonctionnement de la résidence autonomie des Chênes Verts. Les équipements concernés demeureront propriété de la commune et feront l'objet d'une convention jointe de mise à disposition à titre gratuit encadrant leurs conditions d'utilisation, d'entretien et de restitution. Vu le Code des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et L 2241-1, vu le Code de l'action sociale et des familles, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu les courriers du groupe Action Logement Eneal en date du 23 janvier et 6 mai 2026, informant la ville du projet de transfert de gestion de la résidence autonomie les Chênes Verts au profit de l'ADMR 33, vu le projet de convention de mise à disposition à titre gratuit des équipements communaux situés au sein de la résidence autonomie les Chênes Verts si annexé, vu la commission ressources qui s'est réunie le 2 juin 2026, considérant que les équipements concernés sont nécessaires à la continuité du service de restauration des résidents durant la période transitoire précédant la mise en service de la future résidence autonomie, considérant qu'il existe un intérêt public local à garantir la continuité de ce service auprès des résidents, ayant entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à compter du 29 juin 2026, la mise à disposition à titre gratuit au profit de l'ADMR 33 des équipements de restauration appartenant à la commune et situés au sein de la résidence autonomie des Chênes Verts, tels que listés dans la convention annexée. Adopte la convention de mise à disposition annexée à la présente délibération, laquelle précise les conditions d'utilisation, de maintenance, de responsabilité et de restitution des équipements. Précise que les équipements feront l'objet d'un inventaire et d'un état des lieux contradictoire annexé à la convention. Précise que les charges afférentes à l'entretien courant et à l'utilisation des équipements seront supportées par l'association conformément aux stipulations de la Convention. Précise que cette mise à disposition est consentie jusqu'à la mise en service de la future résidence autonomie, sauf résiliation anticipée dans les conditions prévues par la Convention. Autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention annexée ainsi que tout document nécessaire à son exécution. Dit que la présente délibération sera transmise aux représentants de l'État dans le cadre du contrôle de légalité.
Avez-vous des questions? Merci, c'est une très bonne lecture complète. J'étais jeudi à la réunion d'information, il y avait à peu près la moitié des résidents et il y avait Enéal et l'ADMR qui venaient. Il m'a semblé que la réunion s'était bien passée, donc les résidents ont été informés qu'il y avait un changement de... non pas de... Le personnel reste, pour faire simple, si ce n'est la cuisine qui change un peu. Donc ils ont été informés et je vois la présidente du club des aînés et j'ai bien entendu de mes deux oreilles que l'ADMR allait prendre en charge la cotisation au club des aînés de tous les résidents dans la future RPA et RPA qui devient RA dorénavant si on veut être... Voilà, j'ai l'impression que tout le monde était à peu près rassuré. Avez-vous d'autres questions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Des votes pour? Je vous remercie. On a fourni les premiers plans, il faut qu'on les agrandisse, de la future résidence. Et on va bientôt terminer. Je passe le micro à Véronique. Donc là, c'est une délibération pour du recrutement de personnel en contrat d'engagement éducatif, soit ça s'appelle un CEE, c'est un contrat de droit privé. Les accueils loisirs maternels, élémentaires et jeunesse de la commune fonctionnent toute l'année et connaissent des besoins renforcés pendant les vacances scolaires. Pour répondre à ces besoins non permanents, nous proposons de recruter 2 animateurs sous contrat d'engagement éducatif. Le CEE est un contrat de droit privé spécifique pour l'accueil collectif de mineurs. Il permet de recruter des animateurs qualifiés pour des missions occasionnelles dans la limite de 80 jours par an. Nous proposons une rémunération forfaitaire de 100 € par jour, largement supérieure au minimum légal. Ces recrutements permettront d'assurer la continuité de la qualité du service dans nos ALSH. Je vous invite à adopter la délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions, des abstentions? Non. Il manque Nadine. Que le contrôle de la légalité ne nous... On fait comment? On patiente 2 minutes? Bon, en complément, vous avez un compte-rendu des décisions prises par Monsieur le maire dans le cadre de ces délégations. En fait, c'est principalement... Donc ça, c'est un document légal. C'est surtout des renouvellements de concessions de cimetières et des conventions de mise à disposition de salles. Voilà. Vous voulez sortir discrètement. Ça va être une arrivée discrète. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? Non, je crois pas. Des abstentions? Des votes contre? Non. Et des votes pour? Donc, unanimité. Qu'est-ce qu'il y a? Une nouvelle version du magazine municipal va arriver prochainement, avec pas mal d'informations, la remise en place des comités de village. Patrick, quelques mots? Oui, avec grand plaisir. On a travaillé depuis 2 mois donc, sur la recréation de ces conseils de village. Micro. Il est allumé normalement, oui, pardon. Il y aura 4 conseils de village, 1 par village, donc c'est assez simple. Ils seront composés de 9 à 15 personnes en fonction des candidatures. Et je vous annonce en avant-première qu'il y aura une grande réunion plénière le 1er juillet au CAL à 18h30. Où on vous dira tout sur ces conseils de village, sur le fonctionnement. Et on attend bien sûr les Lantonnais très nombreux à cette première réunion. Et ils démarreront en septembre. On est en train de bâtir le calendrier avec mes premières quinzaines de septembre. Tous les conseils de village feront leur première réunion.
Et il y a un élu référent par village qui est moi à Blagon, à Tossat, c'est Marie-France, Cassis, vous trois, oui. Cassis c'est Véronique, avec Muriel, et Tony à Lonton. Les élus référents sont liés au comité de village? Alors, je crois pas. En fait, les comités de village, les conseils de village vont avoir une certaine autonomie, et si on sera présent, alors évidemment, les référents, les adjoints référents sont attendus à la première réunion, mais après, ils auront une totale liberté de manœuvre, ce qui va assez changer le contexte par rapport à la précédente mandature, et on se joindra à eux, à leur demande, quand ils auront suffisamment mûri les projets, s'ils souhaitent qu'on intervienne. D'accord, Donc c'est avec un un fonctionnement budget. très différent. Et un Et petit ils auront budget. un budget autonome qu'on présentera le 1er juillet à 18h30. D'accord. Quelque chose qui n'a rien à voir. Je vous invite à consommer local parce que je crois que le tissu économique local souffre, notamment la restauration. Voilà. Demain, c'est la fête de la Turlute, inauguration à 10h30. Je crois que la météo est clémente. Merci au comité des fêtes en soutien avec la mairie. Et ce soir, oui, il y a un spectacle local, donc c'est pour ça qu'on était obligatoirement là. Voilà, il y a un rafraîchissement dans le hall de la mairie. Des questions? Non, écoutez, très bien, je vous remercie, on a fait vite. Merci à vous tous et au service.